Je propose donc une nouvelle masterclass avec un focus sur le corporate hacking. Et pour nous en parler, Fabrice Poussière de l'association des activateurs qui va nous faire une présentation et vous aurez l'occasion après d'échanger avec lui, lui poser toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, il est là pour nous présenter donc cette démarche. Fabrice, je vous passe la parole. Donc on va discuter en présentation d'une demi-heure et puis après un moment d'échange. Bonjour à tous, bienvenue. On est sur la phase digestive, il va falloir essayer de dynamiser tout ça. On va faire un petit effort. Vous me faites signe si jamais je vous endors, hein, mais normalement, on a plutôt des propos qui réveillent. Donc, je suis effectivement activateur, juste pour vous présenter notre association. Notre objectif, c'est évidemment de promouvoir le corporate hacking, l'intrapreneuriat et l'intelligence collective. Et on est avant tout effectivement une ressourcerie pour des gens qui s'identifient dans ce cadre-là. Donc on est aussi destiné à formaliser pas mal de choses, à développer des outils, etc. À évangéliser autour de ces pratiques qu'on considère essentielles pour renforcer nos organisations. Et on a une valeur commune, hein, c'est vraiment, on le fait par l'humain et pour l'humain, quoi, hein. On a cette bienveillance qui est encodée dans nos gènes. Et je vais vous expliquer une notion, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de corporate hacker, de corporate rebelle, de boucanir, de corsaire dans les organisations? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de choses ou si c'est vraiment une première découverte. Ça peut être un peu anxiogène, effectivement. Du coup, je vais l'expliciter et j'espère qu'à la fin, vous vous apercevrez que ce n'est pas si grave que ça et par contre que ça peut avoir une pertinence pour l'organisation. Quelque chose d'important, donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est un petit test avec vous. Qui se considère ici comme corporate hacker? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y a un corporate hacker ici? Bon, Delphine, évidemment. On se tend un peu, d'accord. On se reconnaît un peu comme corporate hacker. Est-ce qu'on en a honte? Est-ce qu'on le dit bien haut? En fin de carrière, c'est plus facile, ouais, c'est vrai. Et à la retraite, c'est carrément peinard, hein. On peut dire, j'ai bien hacké la boîte, tout s'est bien passé. Ok. Donc voilà, un corporate hacking, on va survoler évidemment le why et le O et le what. Mais juste, on va commencer par un tout petit what. On va définir ce que c'est que le corporate hacker et on va se servir de pratiques qui existent depuis très longtemps dans l'entreprise. Juste un exemple. Alors moi j'étais chercheur, je vais vous donner un exemple de hack bienveillant pour l'entreprise. Y a un exemple qui est assez connu en recherche, c'est la perruque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Un chercheur qui vous explique que, bon ok, il a son sujet de recherche officiel, mais il a une idée qui lui trotte dans la tête depuis très très longtemps, qu'il n'a jamais réussi à son management, et évidemment il travaille dessus, le soir, des fois un peu dans le labo. Et là, on est un peu dans les 10% qu'on est capable de faire qui passent sous la limite radar du contrôle managérial. Et on pourrait croire que ça n'existe pas, hein. On pourrait se dire non, ça n'existe pas. Mais il y a énormément d'histoires d'innovation qui viennent de là. C'est-à-dire, on observe énormément de chercheurs qui, sur leur propre initiative, commencent à travailler, réfléchir sur un sujet de recherche sans avoir alloué un projet officiel de l'entreprise. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de ça? Nous, on appelle ça la perruque. C'est quand un chercheur rencontre un autre chercheur, et puis souvent on lui dit ouais, ce truc-là, je l'ai développé en perruque. Il n'y a même pas besoin de l'expliciter, ça passe comme ça. Et en gros, c'est du travail caché. C'est du travail caché qui est non officiel pour l'entreprise. Et ce qu'on peut observer, c'est que par exemple, dans certaines entreprises, chez Xerox, ils avaient fait le 20%, ça a été repris à Google, ça a disparu ensuite. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que de se poser la question de comment l'entreprise pourrait agir à ce genre de choses qui sont un peu dans l'ombre. Hein. On observe des entreprises qui essayent de rendre officiel ce travail caché en faisant le 10-20% alloué, d'accord, sur des projets personnels, de façon à les rendre officiels et détecter ces opportunités qui pourraient être sous la limite radar. Mais il y a des fois du déni. Si par exemple vous parlez à des syndicats, si vous parlez avec des RH, des fois cette notion de travail caché, elle n'existe nulle part. Et il y a un peu une sorte de déni de l'organisation parce que c'est assez problématique. C'est très dur pour une entreprise de dire ça je l'interdis,
ça je l'autorise. Comment vous allez interdire une prise d'initiative? Un de vos salariés qui est obsédé par une question et qui commence à la traiter le week-end, bien sûr, faut qu'il fasse attention à sa santé. Bien sûr que l'entreprise a une responsabilité légale vis-à-vis de cette problématique-là. Mais interdire cette prise d'initiative, c'est très difficile. Et là, vous avez un peu les fondamentaux du corporate hacking. On joue dans des notions un peu grises où effectivement on peut se glisser pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et il y a deux types de corporate hacking. Il y a du corporate hacking bienveillant pour l'entreprise et du corporate hacking malveillant. C'est exactement symétrique comme les white hat et les black hat dans le numérique. Il y a des gens qui hackent des systèmes pour mieux les comprendre. Il y a des gens qui hackent les systèmes pour vous piquer votre numéro de carte bleue. On peut faire le bien ou le mal avec cette démarche-là. Et la notion de hacking que nous, on a derrière, c'est cet état d'esprit de bidouille des processus et de la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est bien clair pour vous? Vous voyez cet état d'esprit-là? Donc ça, c'est quelque chose qui existe de tout temps. Dès qu'il y a eu le premier centre de recherche privé ou même public, ça a toujours existé et ça existera sûrement tout le temps, quoi. Ça veut dire que là, vous avez une marge de manœuvre pour changer un peu l'entreprise, pour trouver une opportunité que vous n'aviez pas réussi à vendre à un moment, attendre qu'elle mature pour la vendre ensuite. Alors la définition pour moi du corporate hacking, ça c'est la définition de l'association, c'est qu'en fin de compte c'est une initiative qui est non commandée par l'entreprise. D'accord ? Qu'elle est vraiment à l'initiative de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'il a une conviction. Et au départ, évidemment, son objectif, c'est de créer de la valeur. On peut réfléchir aussi pour qui on crée de la valeur, si on crée vraiment de la valeur pour l'entreprise ou si on crée juste de la valeur pour soi. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment bienveillant? On peut se poser cette question-là. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est que évidemment, il y a certains types de ces initiatives qui deviennent ensuite officielles dans l'entreprise. Moi, par exemple, j'avais un peu chahuté les processus achats pour gagner en agilité dans le cadre de l'innovation. À un moment, à force d'essayer de contourner la structure tout en transparence et en expliquant ma démarche, au bout d'un moment, on a officialisé un processus d'achat agile. Mais on a commencé par le faire pour démontrer qu'on ne pouvait pas travailler sans cette remise en question, sans ce reprocessing du process de l'entreprise. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Le hacking malveillant, je ne m'étale pas dessus, mais vous en avez peut-être observé. Quelqu'un qui utilise une équipe à fond, qui a une philosophie, un manager qui aura une philosophie de presse citron sur une équipe et qui crame cette équipe-là et qui détruit son potentiel juste pour se promouvoir au prochain poste, ça c'est typiquement quelqu'un qui détourne les ressources de l'entreprise à son propre bénéfice et il crée du mal, enfin il brille, il casse des assets de l'entreprise et ça c'est évidemment des choses qu'il faut éviter. Alors pourquoi on en est arrivé là? Alors il y a eu des tonnes de conférences sur les problèmes d'ambidextrie des sociétés, les problèmes de la culture du management, comment on gère ces fameuses phases d'exploration et d'exploitation. Moi, ce qui m'intéresse principalement, effectivement, tout ça, il y a ce constat, j'ai pas besoin de... On peut effectivement en parler quand on aura des questions sur la phase des questions, on peut en parler, on peut discuter de la raison. C'est même encodé dans des publics scientifiques qui expliquent que les organisations gèrent des processus qui sont des fois déviants sur l'agilité. Il y a énormément de démonstrations, mais moi, le propos, il n'est pas là. Le propos, il est derrière, sur cette photo-là, c'est quand on sait ça, est-ce qu'on reste devant le mur des lamentations à dire « j'en suis victime ». Et après, vous avez différentes philosophies. Vous pouvez très bien vous dire, c'est insupportable et assumer le coup et ça risque de vous faire du mal individuellement. Vous pouvez très bien adopter une stratégie de je convainc mon management. Même à la limite, je grimpe dans la hiérarchie pour effectivement éviter que ces phénomènes-là se reproduisent. Et il y a... Si vous n'êtes pas intéressé par ces voies, il y a une autre voie, c'est le corporate hacking, c'est comment moi, à ma petite échelle, j'arrive à changer ça. Si par exemple, il y a une lacune sur une connaissance, est-ce que je ne peux pas faire une micro-formation, contaminer tout le monde avec une nouvelle connaissance, un peu sur mon temps personnel, un peu sur le temps du professionnel, de façon à amener une nouvelle pratique. Moi, j'ai fait ça avec la vidéo, par exemple.
J'appelle ça, c'est un hack qu'on a répertorié, on appelle ça la formation bottom-up. On voit qu'il y a une lacune, les gens savent pas, les gens savaient pas faire des vidéos, ils s'en servaient pas pour faire des tutoriaux entre collègues, ils s'en servaient pas pour encoder les résultats d'une recherche, ils s'en servaient pas pour transmettre le savoir aux nouveaux arrivants. On perdait de l'agilité, on avait des docs qui étaient pas lus. Et quand moi je vois des docs, regardez le nombre de textes qu'on produit dans l'entreprise qui n'est pas lu. Regardez cette quantité. On perd de la valeur dans nos organisations à cause de ça. Avoir une vidéo qui est beaucoup plus efficace, moi ça me faisait mal. Donc d'avoir une entreprise qui n'était pas agile au niveau vidéo. Ben, j'ai formé les gens à faire des vidéos facilement et que ça fonctionne dans l'organisation. Et au bout d'un moment, on m'a même demandé à l'échelle de l'entité qui gère les formations dans l'entreprise de l'officialiser. Donc voilà le genre de démarche qu'on propose. Alors ça, c'est pas nouveau. Ces démarches-là, ça existait de tout temps et il y a même des liens avec l'intrapreneuriat. Si vous revenez, alors vous pouvez pas lire les lignes, mais je réfère à Gifford Pinchot. Gifford Pinchot, c'est quelqu'un qui a introduit l'intrapreneuriat. Il a émis plusieurs règles. Et ce qu'il vous explique, c'est que si vous voulez créer de la valeur dans les organisations, la plupart du temps déjà, vaut mieux apprendre à s'excuser qu'à demander l'autorisation, parce que souvent au premier coup, on vous dit non, et c'est que quand le potentiel est vraiment révélé qu'on vous dit oui. Donc du coup, travaillez un peu sur vos idées avant de demander l'autorisation. Il vous explique que des fois, dans certaines phases, il vaut mieux vivre caché. Et vous voyez que déjà, les préceptes du corporate hacking sont encodés depuis très longtemps, depuis 1970-1980, et il y a déjà des conseils de ce registre-là qui incitent le salarié pour créer de la valeur à contourner les freins de l'organisation par ce genre de pratique. Alors, vous faites Gifford Pinchot, intrapreneuriat, vous tomberez évidemment sur ces commandements-là. Il en a fait plusieurs éditions. Ce qui est assez marrant, c'est que soit avec la sagesse, soit avec la pression de l'organisation, il les a un peu édulcorés avec le temps. Donc, mais c'est assez rigolo. Vous pouvez tomber dessus et c'est très intéressant. Juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'on produit, nous, pour aider les corporate hackers dans leurs organisations. Un des leitmotifs de l'association, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens comme nous qui étaient un peu isolés dans les organisations et qui des fois s'épuisaient, hein, parce que quand on essaye de jouer contre l'éléphant, c'est pas évident qu'on gagne à chaque coup. Du coup, évidemment, on développe des outils qu'on échange et qu'on donne à toute la communauté. Vous inquiétez pas, nous, notre état d'esprit, tout ce que vous allez voir est en open source, donc un jour ou l'autre, ça sera publié et ça sera en Creative Commons. Donc la raison d'être dans l'asso, c'est de participer à les construire, mais pour les consommer, on cherche plutôt à étendre ces outils-là. Alors, là, c'est ce que j'ai expliqué, la ressourcerie, c'est un peu l'île de la tortue des pirates. Effectivement, c'est un endroit où effectivement on recharge les batteries, on rencontre des amis, des praticiens, des théoriciens, des gens qui travaillent dans les grands groupes ou dans les universités. On encode, alors en fonction des témoignages qu'on rencontre, on encode ça sur des fiches. C'est-à-dire qu'on essaye de voir les gens qui disent moi j'ai hacké mon entreprise, on fait des petites fiches, le travail caché, la perruque, voilà comment on l'a encodé, et on les collectionne. On essaye d'en avoir le plus possible pour faire l'état des lieux de ces pratiques-là, qui existent partout. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qui s'en vantent, c'est un peu tous les niveaux. Il y a des grands managers qui disent moi pour construire cette cellule innovation, j'ai dû faire ça. Pour créer mon nouveau projet de recherche ou pour qu'on commence à instruire la question de l'agilité dans l'entreprise, j'ai dû faire ça, etc. Donc c'est assez intéressant. Dans les pratiques, il y en a, en termes de hack, c'est pas des choses très graves. C'est pas, on va pas piquer dans la caisse de l'entreprise, bien évidemment. Ce qu'on fait, c'est, j'ai des tonnes d'exemples. Moi, par exemple, un jour, j'ai aidé un groupe de travail sur mon temps personnel à faire la maquette du portail de service qu'ils voulaient faire. Et ça a aidé à prendre la décision ça a aidé aux managers à prendre la décision parce qu'en gros, ils n'arrivaient pas à se projeter sur le projet tant que la maquette n'existait pas.
Donc le fait de tangibiliser les concepts, ça permet effectivement de gagner en agilité dans la prise de décision. C'est des choses très simples, apprendre à faire des maquettes et faire des maquettes avec les moyens du bord. On n'a pas acheté Illustrator, InDesign ou ce genre d'outils, on apprend à faire des maquettes sur un PowerPoint. Des maquettes d'interface sur un PowerPoint. Il y a des choses aussi assez évoluées. Par exemple, pour prendre conscience d'un retard sur l'open innovation, sur le crowdsourcing, on a fait un cycle de conférences qu'on a monté nous-mêmes. On a construit une communauté autour. Et ce qu'on a fait, c'était assez agile. Alors ça, c'est, je ne sais pas si vous avez vu la conférence d'Olivier Leclerc, c'est Olivier Leclerc qui était à l'origine de cette démarche-là. Il a fait un cycle de conférences où il faisait venir quelqu'un de l'extérieur pour parler d'un domaine. Et là où il a été très fin, c'est qu'à chaque fois, il invitait le référent à l'intérieur de l'entreprise qui traitait de ce domaine-là. Et de facto, la conférence permettait de voir l'écart. Et des fois, l'écart était en faveur de l'entreprise. Des fois, l'écart était en défaveur de l'entreprise. Et ça a permis de rendre tangible le fait que sur l'open innovation, on avait beaucoup de choses à apprendre. Sur le crowdsourcing, on n'en était qu'au début. Que sur le digital, la transformation digitale, les budgets alloués sur la transformation digitale n'étaient pas du tout du même ordre de grandeur. Et ça a permis effectivement la discussion. Et ça, c'est des petits hacks où effectivement, au moins, on traite du projet. Et là, au fur et à mesure, maintenant, on en est arrivé à avoir les 15 minutes du digital devant le COMEX, petit à petit. Donc vous voyez que c'est des actions qui ont des fois des portées très transformantes. Quelque chose qui revient assez souvent dans la démarche de hacking, c'est la construction de communautés. Moi, quelque chose qui m'a fait prendre conscience que j'avais un pouvoir immense, c'est que j'ai compris que personne ne pouvait m'interdire de monter un club à l'intérieur de l'organisation. Et souvent, ce qu'on retrouve dans tous les gens qui se comportent comme nous, ils construisent une communauté de gens qui sont prêts à impulser le changement. Des fois, c'est autour d'un Fab Lab. Des fois, c'est autour d'un Creative Lab. Des fois, c'est autour d'une place. Des fois, c'est autour d'un sujet qui pique. J'ai vu, par exemple, une communauté chez Alcatel-Lucent, dans mon passé, une communauté de femmes qui voulaient travailler sur la diversité. Elles ont créé la communauté Stronger, elles ont instruit la question, et quand le top management s'est aperçu que ce mouvement prenait de l'importance, la question a été forcément instruite. Donc voilà le genre d'outils, on fait des petites fiches, c'est assez sympa. Si vous discutez avec des gens qui participent à l'atelier, l'autre atelier sur le gaming autour du corporate hacking, bah, les fiches qui alimentent le jeu Noda viennent de ce travail-là, de ce travail d'état de l'art des actes de corporate hacking. On fait aussi, on a copié le business model canvas d'Ostenwalder et on se l'est approprié pour un peu se poser des bonnes questions. Alors c'est pas le business model du hack, parce qu'il n'y a pas forcément un business model, mais enfin il y a une création de valeur, donc c'est applicable. Se poser la question effectivement de comment j'arrive à mettre en place ce type de démarche. Autre élément, on essaye d'écrire un livre aussi. Alors moi je suis assez content parce que c'est un peu l'image, enfin c'est l'image que je trouve qui est adaptée sur le corporate hacking. Souvent, la plupart du temps, on n'est pas en opposition par rapport aux objectifs qu'on nous donne. Par contre, on ne va pas prendre la ligne directe pour atteindre l'objectif. On est souvent victime d'injonctions paradoxales, où effectivement on nous dit l'innovation c'est facile, effectivement non, tu vas chercher la validation à telle personne, mais cette telle personne, elle respire l'anti-innovation. Comment elle va pouvoir prendre et assumer du risque lié à l'innovation? Bah, va falloir le contourner, il va falloir trouver d'autres façons de faire. Et souvent on est victime de ces injonctions paradoxales. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a des tonnes de façons pour atteindre la mission, atteindre l'objectif, des voies de contournement pour effectivement que la structure s'autorise à changer de position sur un point de vue, à bouger les lignes sur un tel ou tel aspect, et surtout à innover. Faut être juste un peu rigoureux. Si on a bossé pendant des années à supprimer du risque sur une chaîne de production, c'est pas du jour au lendemain que vous allez apprendre à prendre du risque pour innover. Ça, il y a un minimum de principe de rigueur sur cet aspect-là. Ensuite, et ça c'est important, on a fait aussi des formalismes pour s'interroger, pour être en introspection par rapport à soi et l'entreprise. Donc on a fait le mission statement du corporate hacker.
Donc, et c'est presque la question centrale. La question, c'est vraiment vous. C'est comment vous êtes au sein de l'entreprise. Est-ce que vous arrivez à créer de la valeur avec les injonctions paradoxales que vous recevez? Est-ce que vous arrivez à discuter? Et est-ce que ce genre de démarche vous irait? Probablement, vous n'êtes pas confortable avec ce genre de démarche. C'est juste pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui, eux, seront pionniers dans cette démarche-là et le feront. Il faut juste être clair vis-à-vis de soi. Est-ce qu'on est prêt à s'engager, à créer de la valeur, malgré certaines injonctions paradoxales, malgré certains problèmes de culture, des fois dans l'entreprise, où la prise de risque n'est pas évidente. Donc, c'est vraiment entre vous et vous, quoi. Donc, voilà, moi, je ne vais pas développer plus. Ce qui est assez important, c'est d'interagir avec vous. Mon propos, c'est pas de dire j'ai raison. Ce que je vous explique, je l'ai vécu, j'y crois. Et bien évidemment qu'on a le droit d'avoir un autre point de vue et je suis enchanté d'en parler avec vous si vous avez des questions. Maintenant, l'association, juste un petit point. Un petit point, c'est une association qui a été lancée qui a même pas un an en termes de lancement. On est arrivé donc à 160 adhérents et on est assez fiers de notre parité. On est assez suivi sur Twitter. J'ai mis X pour les conférences parce que je compte plus depuis un moment. On est évidemment en partenariat avec CAC 40, avec 360 possibles, avec Noda, c'est eux qui font le jeu effectivement. Lancement du collectif Bretagne, donc vive la Bretagne, vous êtes représentés, c'était notre premier collectif. Il y a la naissance d'un nouveau collectif à Bordeaux, il y a toute une communauté de jeunes qui se posent la question de comment ils vont rentrer dans cette... dans ces entreprises-là. Donc ils sont montés un collectif pour effectivement se dire est-ce que nous on va être des corpo hackers natifs parce que nous on est dans cet état d'esprit-là, parce que ce qu'on leur raconte des entreprises des fois les inquiète énormément. Et puis effectivement il y a une réflexion sur Aix, Toulouse, Caen et d'autres endroits, même Rennes, on en a parlé récemment. Donc voilà, je me tiens à votre disposition pour vos questions. Je suis enchanté de parler devant vous. Merci Fabrice. Vous êtes allé plus vite que... Ouais, je suis allé plus vite. Hein, un effet Gonzalez. Qu'est-ce que ça vous inspire, le corporate hacking? Est-ce que vous avez des questions à poser sur certains aspects, peut-être des précisions? Une espèce de désobéissance bienveillante pour le bien-être de l'entreprise, le sien aussi? Tout à fait. Enfin, un de mes slogans préférés, c'est intelligence et soumission ne font pas bon ménage. Qu'est-ce que mon manager veut? Il veut ma soumission ou il veut que je travaille sur la question, quoi. S'il veut ma soumission, ok, il l'a dans mon contrat, mais qu'on m'exprime pas une demande qui demande énormément de réflexion, de remise en question, si on veut juste ma soumission, c'est juste cette rigueur-là, quoi. C'est de la revalorisation des personnes qui sont souvent en dehors du process, en dehors des silos, en dehors du clou, quoi. Donc du coup, ça c'est important pour eux, de redonner du sens. Oui, c'est effectivement. Alors le sens est assez prégnant dans cette question-là. Il y a aussi une revalorisation de l'humain parce que, enfin, je veux dire, je suis pas un simple exécutant. Effectivement, hein, enfin, si vous êtes formé, si vous avez de l'expérience, si on vous a embauché pour vos qualités créatives, souvent moi, on m'a embauché parce que j'étais créatif. Et à la fin, c'est bizarre, on n'écoute pas mes idées, donc t'es gentil, tu m'as embauché pour ça, donc c'est un principe de rigueur. On peut bosser main dans la main avec la personne qui oui, tout à fait. Et alors, c'est pas de l'agression. Il y a un monsieur qui veut poser une question. Oui, là aussi. Ah bon, d'accord. C'est pas du tout agressif. Hein. Évidemment, je suis un peu tonique dans mes propos. Moi, j'ai aucune agression. J'ai que j'ai aucune violence dans mes propos. C'est juste, je suis déterminé. C'est clair et net dans mon propos, quoi. J'essaie de comprendre, d'analyser la situation et surtout, j'essaie de faire grandir l'organisation avec notre travail. Alors, première question, monsieur. Bonjour, c'est une question
En tant que dirigeant, en fait, chef d'entreprise, je m'interroge. Je comprends très bien ces actions dans des grandes boutiques qui seraient un peu coincées, qui ne bougeraient plus et où les salariés finalement seraient très bloqués dans leur progression, etc. Mais je me pose une question, dans des entreprises dites agiles, 15-20 personnes, où déjà ça coûte cher finalement l'innovation et la R&D. Comment concilier avec un bien commun, en fait, une création, une production en commun. J'ai toujours un peu peur que ça parte d'initiatives finalement individuelles et que finalement il n'y ait pas de maîtrise dans une stratégie à long terme dans une entreprise. Question effectivement pertinente. Merci de la poser. Pour moi, il y a une sorte de démarche agile à avoir et à encoder dans notre comportement quand on procède comme ça, pour répondre, pour éviter effectivement que ça crée vraiment de la valeur. En gros, il faut apprendre à investir des petits bouts dans notre démarche. Il ne faut pas s'enfermer pendant 3 ans à faire de la perruque sans avoir testé la proposition de valeur pour l'entreprise. Donc faire des petits bouts, tester, et le test permanent, et dire tiens, je le pitch comme ça, mais c'est ma proposition de valeur qui va pas, ou c'est la façon dont je le présente qui va pas? Et le tester, et ça se fait de manière sociale, c'est avec l'autre, dans le regard aussi du dirigeant. Dans les petites structures, alors ça, c'est une grande question. Est-ce que ces préceptes-là sont valables dans les petites structures, ou les structures qui sont agiles, ou les structures qui ne sont pas victimes des mots d'ambidextrie? Moi, j'aurais tendance à dire, il y a toute une partie, effectivement, où s'il n'y a pas de problème entre l'exploitation et l'exploration, que c'est bien clair et tout ça, enfin, il n'y a pas besoin de hacker. Ok, et s'il n'y a pas besoin, tant mieux. Tant mieux, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a quelque chose qui me questionne, c'est que je me dis, de manière par construction, par exemple, quand on regarde, si vous regardez comment est construit un process, il encode une partie de l'histoire. Donc il est centré sur le passé, sur ce qui est arrivé avant. Quand vous faites de l'innovation, par exemple, vous arrivez forcément avec des préceptes assez nouveaux. Nous, par exemple, quand on essaie d'hybrider le monde de l'aéronautique avec les barbares du digital, les préceptes et les paradigmes ne sont pas du tout les mêmes, et les demandes ne sont pas du tout les mêmes. Et en gros, je me dis aussi, il y a peut-être une part de changement, même dans les petites structures qui sont agiles, parce que la problématique, c'est pas l'agilité, c'est comment on assume cette part de transgression qui nous vient de l'innovation. Parce qu'en gros, on change quand même des paramètres quand on innove, on est d'accord ? On change un peu. Et ça, on l'aura tout le temps, même dans les petites structures. Mais j'ai pas d'exemple, par contre. J'ai pas d'exemple. Franchement, la grosse quantité des exemples qui nous viennent, ça vient d'une organisation de grande taille, quoi. Et un peu sclérosée, de fait. Sclérosée est très forte. Enfin, faut pas. Les grands groupes sont très forts sur la partie exploitation, mais le problème, c'est quand elles ont une vache à lait sur un business model, c'est de penser au business model qui va peut-être challenger l'existant. Et c'est effectivement cet entraînement, on s'est entraîné à enlever du risque, à pas travailler dans un monde d'incertitude. Quand vous voulez créer de la valeur, c'est d'autres paradigmes, quoi. Oui. Il y a un monsieur qui avait une question juste ici. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. C'est très bien. Ouais. J'ai bien noté que vous aviez lancé votre association en 2015, 160 adhérents, je vous en félicite. Une question à ce sujet, comment s'organise la remontée des informations de la part de vos adhérents? Comment vous sélectionnez, si je puis dire, tous les sujets qui vous arrivent? Comment tout ça est arbitré? Et au final, j'imagine qu'il y a une sélection. Donc ça, si j'ai bien compris le sens de votre démarche. Et dans le prolongement de cette question initiale, une fois que vous avez, j'allais dire, la matière, est-ce que vous avez établi des passerelles avec le monde de l'entreprise? Parce que la finalité, elle est bien là, finalement. Je pense, en tout cas. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ouais. C'est une super question, parce que c'est, à la limite, vous venez de toucher la part de notre schizophrénie, parce que, évidemment, on ne veut pas refaire. On veut pas. Non, mais je vous en remercie. On ne veut pas refaire un système pyramidal qui aurait les mêmes défauts que les grandes organisations.
Hein, alors du coup, on est en train de travailler, et franchement, ne lisez pas dans mes propos une arrogance qui vous ferait croire que je pense tout savoir. C'est faux. On est en interrogation sur plein de points, et on n'est pas dans le jugement, on est plutôt dans le fait. On a par exemple, nous ce qu'on aime bien, on dit qu'on prend l'initiative. Quand on prend l'initiative, on cherche à être en responsabilité, et on appelle ça le lead par l'action. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui agit, qui a une idée, on se dit la responsabilité qui vient avec l'idée, c'est essayer de la mettre un tout petit peu en œuvre et surtout de partager pour voir que cette proposition de valeur, elle n'est pas que pertinente que pour soi-même. Et on essaie d'encoder ça. Alors on a des outils qui nous permettent d'échanger énormément. C'est pas facile, hein. C'est pas simple. Là actuellement on a rédigé un document, il faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo pour mieux l'expliquer. On n'a qu'un an, donc faut évidemment fonctionner, faut trouver les bons modes de fonctionnement. On a été, je vais pas vous mentir, on a été surpris par ce succès, hein. Nous, l'année dernière, on était 8 autour d'une table. On se disait, on va se faire notre île de la Tortue où effectivement on pourra se ressourcer. On a commencé à en parler, à faire des after-work effectivement, et il y a plein de monde qui sont venus, quoi, qui ont voulu adhérer. Donc on a été vraiment surpris. Mais est-ce qu'ils ont adhéré pour de bonnes raisons ou pas, c'est pas évident. Mais en tout cas, on essaye de rendre transparent, d'expliquer et de choisir effectivement celles qui ont les propositions de valeur les plus établies, quoi. Et par contre, on essaie de pas être, comment dire, on essaie d'encoder dans nos modes de fonctionnement le fait de miser sur des vilains petits canards. Typiquement, quand, je ne sais pas si vous connaissez, mais le conformisme social, hein, si vous prenez 15 personnes, si vous traitez une cinquantaine d'idées, le mécanisme de conformisme social va faire que l'originalité va être balayée. Si vous n'avez pas dedans un petit protocole qui permet par exemple à un seul individu à dire, qui soit capable de dire mais moi je mise là-dessus, je suis tout seul d'accord mais je mise dessus, je mets 5000 € pour avoir une maquette, voilà. J'ai juste ça et je veux voir cette maquette-là. En gros, vous allez sabrer tout ce qui est original. En général, quand il y a consensus, faut que ça génère chez vous une alarme comme quoi c'est déjà dans l'idée de tout le monde, donc c'est pas en rupture. Donc on essaie d'encoder tout ça et on essaie de trouver les recettes. Sur la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous êtes en contact avec les entreprises ? On a une grande quantité d'activateurs qui travaillent en corporate. Donc déjà, ils ont un contact et on a déjà des sollicitations d'entreprises pour venir expliquer cette démarche-là. On a été sollicité par plusieurs grosses boîtes. On a même discuté devant des COMEX qui sont en interrogation sur ces démarches-là, qui viennent d'apprendre ces notions-là. Et là où ils voient un intérêt, c'est effectivement trouver des profils intéressants, des pionniers qui vont pouvoir défricher une question, prendre du risque dans une zone peut-être contrôlée où l'expérimentation est autorisée. Ça, c'est très important pour gagner en agilité, en perception sur de nouveaux business models, peut-être à fort risque, quoi. Et ça interroge. Et là, actuellement, les grandes entreprises s'interrogent beaucoup, hein. Il y a une grande maturité et c'est assez marrant parce qu'il y a une grande maturité des dirigeants sur cette question-là en termes d'interrogation. Il y a le middle management qui s'interroge énormément, les collaborateurs qui s'interrogent énormément. Pour l'instant, ça c'est très bien, mais c'est des maturités individuelles. Je pense qu'il va falloir discuter de tout ça, un de ces quatre, et commencer à expérimenter des protocoles pour savoir où on place le curseur, parce que le diable il est là, hein. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réaction ? Oui, avec le micro. Vous employez le mot encoder. Ah oui, je suis désolé. C'est une définition d'encoder. Merci de le signaler, c'est une déformation professionnelle. Je fais beaucoup de conception. Encoder, c'est inscrire le message. On parle d'encodage. Ouais, c'est un terme technique. Je suis vraiment désolé de ça. C'est formaliser, c'est aussi faire rentrer l'information. On parle, par exemple, alors, je vais vous parler un peu de mon métier, mais par exemple, quand vous regardez un bouton, il peut avoir un triple encodage de l'information. Hein, dans votre voiture, par exemple, si vous avez un bouton plus et un bouton moins, le plus qui est signifiant, qui est un symbole effectivement pour dire que ça va faire monter le volume, ça c'est un premier encodage. Le fait qu'il soit concave pour dire il y a plus de matière, donc c'est encore plus, tu vois.
C'est le même message, c'est le deuxième encodage. Le fait qu'il soit en haut, plus, c'est vers le haut. C'est un triple encodage. Voilà, c'est une déformation de conception, de design. Je suis vraiment désolé, ça revient. Oui, mais j'essaie. Ah d'accord, et après il y a l'encodage au sens informatique, comme je fais de l'IT, il y a l'encodage, enfin, c'est-à-dire mettre en code un message, quoi, par exemple. Voilà. Y a-t-il de formaliser alors? Encoder, on formalise, on fait passer. Tout à fait, ouais, mais je suis un peu dans l'embarras parce que je me rappelle pas où je m'en suis servi. En plus, on m'a dit effectivement, je m'en suis servi à plein d'endroits, donc mince, dans quel contexte? D'autres questions? Ah. Moi, j'ai pas très bien compris, alors peut-être que je suis la seule. Qui peut devenir activateur? Alors, c'est tout le monde. Tout le monde peut devenir activateur, pardon, excusez-moi, c'est des lapsus. C'est des lapsus intéressants. Donc il y a une adhésion. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Ouvert d'esprit, se remettre en question. Les prérequis, en gros, regardez, c'est une association de makers, donc on y va. C'est pas un think tank. On n'est pas là pour juste parler de corporate hacking. On est là soit pour effectivement construire des outils, parce qu'à la limite, nous on va tout mettre en open source et en Creative Commons. Donc si vous voulez juste les outils, restez derrière le site web qu'on a fait, utilisez les outils. Si c'est très plaisant pour vous, tant mieux. Si vous êtes pas, si vous trouvez que les outils sont pas adaptés, dites-le, râlez. Il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Par contre, vous êtes peut-être titillé par le fait déjà que ce propos-là vous concerne. Vous y voyez peut-être de la valeur et peut-être que vous sentez un engagement vis-à-vis de cette problématique-là. Si vous sentez un engagement vis-à-vis de ça et que vous voulez faire quelque chose dans l'association, vous êtes les bienvenus, ça ne coûte que 60 €. Je peux vous assurer qu'on a vraiment l'impression de construire quelque chose d'intéressant et de pertinent et qui répond à des problématiques sensibles pour nos entreprises, quoi. Et pour nos collègues et pour l'humain. Mais franchement, pour répondre à ça, j'ai la chance d'avoir la présidente de l'association. La présidente de l'asso, bien sûr, on va lui passer la parole. C'est juste un complément en fait. On marche sur 3 pieds aux activateurs. On marche sur le corporate, enfin sur la jambe corporate hacking. On marche sur la jambe intrapreneur. Et on marche aussi sur la jambe intelligence collective. Donc en fait, c'est très important pour nous aussi d'activer ces 3 leviers-là, parce qu'on croit vraiment effectivement que c'est des leviers d'empowerment des collaborateurs. Et nous, on parle d'organisation, c'est-à-dire qu'on parle d'entreprise, mais pas seulement. On pense qu'aussi il y a des activateurs dans les territoires, dans les villes, dans les régions, dans ceux qui sont dans les collectivités territoriales et qui ont aussi envie de bouger les lignes. Donc en fait, on adresse aussi ces activateurs-là en fait. Ouais, dans le sud, on a une personne qui a commencé à émerger. Donc, on sait que c'est des problématiques qui sont aussi cruciales pour ces organisations. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de cultural hacking chez nous. Ah oui, on n'est pas d'accord de manière uniforme sur le terme. Il y a des gens qui assument très bien le terme corporate hacker. Il y en a d'autres qui ont une culture peut-être digitale déjà, qui se disent les corporate hackers, normalement c'est le mec qui vient me hacker mon firewall pour pénétrer dans mon entreprise, bof, j'aime pas trop ça. Donc voilà, il y en a d'autres aussi qui disent ouais mais corporate hacker c'est un peu anxiogène parce qu'il y a le mot hacker, ouais mais nous on aime bien le mot hacker. Est-ce que c'est de la culture? Est-ce que c'est cultural hacker effectivement? Est-ce que c'est juste corpo, rebelle, etc. C'est pas si évident que ça. C'est la preuve que c'est un domaine qui est naissant en fin de compte. Souvent on n'a pas eu un hommage clair dès le départ quand il y a des tendances, des mouvements qui sont créés. On est dans cette phase-là, hein. Il y a les Américains en parlent d'une certaine manière, les Français en parlent d'une certaine manière. Il y a des courants différents. Pour l'instant, c'est pas encore consolidé, mais nous, c'est intéressant, on le vit. Donc, et puis nous, à la limite, le mot nous importe peu. Les pratiques sont essentielles, et surtout les effets qu'on fait sur les organisations. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Alors, un maker, pour vous, c'est un adhérent, c'est quoi? Alors un maker, moi j'ai ma définition.
Pour moi, un maker, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le territoire de ses formations initiales. Dans le sens où je suis ingénieur électronicien, je suis en train de faire un objet communicant. Ben, c'est pas parce que je suis électronicien que je vais me désengager de la forme qu'aura l'objet. Si je dois apprendre à façonner un objet, je vais apprendre parce que mon projet est important et je vais le faire. C'est ça un maker, ça vient du mouvement des Fab Labs. C'est une sorte de contre-réaction à l'hyper-spécialisation issue du taylorisme. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'avoir un designer produit pour faire ma forme, quoi. C'est aussi une approche un peu effectuelle, c'est-à-dire je regarde ce que j'ai à ma disposition, rien ne m'empêche d'aller apprendre et d'essayer de faire quelque chose, quoi. Je vais pas attendre. Souvent, nous, quand on est dans un contexte corporate, on prend l'excuse de ne pas avoir la compétence pour ne pas faire les choses. Et ça crée des freins. Et des fois, il vaut mieux mal faire une interface web et montrer son concept pour essayer de le faire financer et convaincre le management qu'attendre un designer et chercher à l'embaucher lorsque ça ne sera pas du tout possible avant 3 ans, quoi. Et là, on détruit de la valeur dans la boîte. Donc un peu sortir de l'hyperspécialisation. Il y a des bénéfices à l'hyperspécialisation, mais des fois quand on cherche à produire des petits effets, il y a aussi des bénéfices à ne pas respecter le territoire de ces formations initiales. Est-ce que ça vous fait réagir ? Cette définition, cette philosophie, cette démarche, les chefs d'entreprise dans la salle, vous avez déjà réagi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Est-ce que vous pensez qu'ils sont dans le vrai, qu'il y a quelque chose où ça vous paraît vraiment éloigné ? Pour répondre à votre dernière question, on est dans le vrai. Hein. De toute façon, on est dans un bouleversement, comme on dit. Hein. Il y a une société disruptive. Il faut inventer. Et c'est bien. Est-ce que vous avez pensé aussi à la structuration juridique, où justement il ne faut pas créer de structure ? Alors, on est sensible à ça, on a commencé à réfléchir sur quoi, la structure juridique de l'association ou du corporate hacking ? C'est une association, loi 1920, avec les obligations qui en découlent. On a beaucoup réfléchi pour savoir si c'était vraiment le format qu'il fallait faire, on l'a tenté. Et pour la question légale, moi je trouve ça c'est vraiment un truc sur lequel la présidente doit se prononcer. Voilà, le mot de la présidente. Alors, l'assaut, c'était la meilleure. Non, en fait, on est tous dans les entreprises. Le but du jeu n'était pas de créer une start-up, parce que dans ce cas-là, on n'était plus corporate, on avait moins de légitimité. Donc, on est tous attachés aux organisations dans lesquelles on est, et on a tous la volonté d'arriver à faire bouger les lignes de ces organisations-là. Donc, la structure associative nous a paru intéressante. La plus adaptée. On ne fait pas de bénéfices. Oui. Même si aujourd'hui, effectivement, on opère quelques prestations qu'on chiffre et qu'on tarife auprès d'organisations, ça revient à l'association pour le bénéfice des activateurs. C'est-à-dire qu'on décide ensemble de ce qu'on fait, voilà, mais on a un petit budget avec une adhésion à 60 €. Mais le statut associatif nous paraissait bien. Après, peut-être qu'on bougera si les choses évoluent et qu'on grossit. Mais effectivement, vous êtes aussi allé c'était vite, notre philosophie, ouais. Et vous êtes un peu victime de votre succès puisque vous n'attendiez pas à avoir un retour. Non, ça c'est sûr qu'Olivier l'a dit, mais c'était pas l'objectif en fait. C'est de la diffusion, de l'information, c'est avoir un état d'esprit qui soit regroupé des gens qui pensent de la même façon et puis. Ouais. Donc on n'a pas de. Effectivement, dans les prérequis, on n'a pas de prérequis. Par contre, on a une charte qu'on fait. Une charte à laquelle on doit adhérer. Ouais. C'est-à-dire qu'on a de la bienveillance. On est dans des logiques de don contre don. Voilà. Si on est consultant, voilà, c'est ça. En gros, oui, au niveau comportement, on ne veut pas que, par exemple, que l'association soit un cadre de démarchage, quoi. Quand on est dans l'association, c'est pour le collectif, hein, c'est juste ça, quoi. Ce qui n'empêche pas que j'ai rencontré quelqu'un de super intéressant, ça pourrait être un bon client au café en face. Je fais mon business, moi, j'ai aucun souci. Je suis même très heureux d'avoir fait l'entremetteur, hein. Mais on a une belle dynamique et maintenant on a un lieu à Paris. On est hébergé au Liberté Living Lab, qui est un nouveau lieu qui est ouvert en fait en octobre. Donc
Et le collectif breton, il cherche, c'est quel niveau il se retrouve tout le temps vers un lieu Je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom. Mais en gros, les Nantais font à peu près la même démarche. Bordeaux, ils vont peut-être osciller autour de la business school Cage. Voilà. Là, on vient d'avoir des demandes à Bruxelles. Ouais. Donc on commence à sortir du territoire national, quoi. Et puis on réfléchit aussi à avoir des dynamiques, parce qu'il y a des mouvements comme Rebel at Works aux États-Unis, etc. Donc on se dit aussi qu'on a intérêt à se plugger à ce qui se passe aussi dans le monde et voir comment on peut aussi apprendre les uns des autres dans des sociétés différentes, quoi. La limite de l'exercice, vous êtes tous dans des sociétés, dans des... Le temps. Le temps. Voilà. Dans vos entreprises, ils sont au courant de votre démarche perso? Est-ce qu'ils savent? Ça pose problème? Il y a un truc, on en rigole un peu, mais entre nous, on se dit, est-ce que tu as fait ton coming out ou pas? Donc, alors vous voyez que moi, évidemment, et puis Corinne, c'est pareil, et puis tous ceux qui ont un badge ici, hein, ils ont fait un peu leur coming out, quoi. Quoique ici, à la limite, si on fait pas de conférence et puis qu'il n'y a rien sur le web et tout, on peut le faire discret, ce qui est assez important. Il y a des gens, et ça c'est important de le comprendre, il y a des gens qui se sentent corporate hackers, mais qui sont très bien dans l'ombre et qui veulent pas que ça se sache. Voilà, donc, je serai discret, j'ai eu un petit signe, je serai discret, on en parlera en cachette, mais effectivement, et tous les gens à qui je parle sont pas forcément des corporate hackers, je parle à tout le monde. Alors, une réponse? J'ai pas la prétention d'avoir votre degré d'implication dans ce que je pourrais appeler un processus ou une attitude, mais je reconnais des modes de fonctionnement sur lesquels, et je vous en remercie du coup, je déculpabilise un peu parce que de temps en temps je me dis je file pas droit, quoi. Mais non, c'est pas grave, mais c'est ancré dans un mode de fonctionnement où en fait je me rends compte que travailler en sous-marin, parce que je l'appellerais comme ça, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de faire les choses, de résister de temps en temps, d'attendre que ce soit mûr, de ressortir. C'est de la ténacité. Enfin, je pense que c'est vieux comme le monde, quelque part. Dans toutes les organisations, ça existe. Mais à un moment donné, savoir qu'il y a plein de gens dans plein d'autres boîtes qui se conduisent un peu comme ça, sans forcément être activateurs au point où vous l'êtes peut-être, et ben ça rassure. Donc merci, je me sens moins seul. Alors, laissez-moi vous remercier aussi, parce que en un seul feedback, vous êtes la raison d'être de l'association, quoi. Voilà, déjà, ce n'est pas sale, ce n'est pas grave. On peut créer de la valeur et on vous en remercie. On vous en remercie. Quelle est votre vision de l'association à 3 ans ? Alors à 3 ans, on espère effectivement avoir évangélisé et démocratisé ce terme-là. Alors attention, hein, c'est pas que corporate hacking. Moi j'ai une fâcheuse tendance à parler beaucoup de corporate hacking, mais il y a l'intrapreneuriat, l'intelligence collective. On a un rêve qui nous vient que Delphine a formalisé, c'est que des entreprises disent mais moi je suis activateur compliant, moi je suis activateur, je peux avoir des activateurs chez moi et j'en ai besoin. Et dire moi ces profils-là, j'en ferai quelque chose et je crée de la valeur avec eux et j'arrête de nier mes injonctions paradoxales, etc. Si on arrive à ce résultat-là, alors bien sûr on aimerait bien que le bouquin y sorte, que le bouquin soit sorti, qu'on ait couvert tout le territoire national, qu'on ait peut-être des collectifs un peu partout, ça c'est le rêve, mais déjà avoir des entreprises qui se disent mais moi j'ai besoin de ces ressources-là, ça serait merveilleux. Il y a un an, vous imaginiez en être là? Du tout. Du tout. Donc dans 3 ans? Dans 3 ans, on n'en sait rien. Je trouve, on peut disparaître. Hein. On peut disparaître aussi. Hein. Je vais parler par rapport à mon expérience. Une des difficultés que j'ai pu avoir, moi, ça a été plus après, c'est à persuader. Et les frustrations, lever les freins justement de la direction quand on a travaillé très longtemps sur un projet auquel on croit. Et faire bouger les lignes justement et faire changer au-dessus pour que ça passe. Et puis il peut y avoir une grosse frustration, y revenir, retourner à la charge, rentrer par une autre porte. Et justement, je pense qu'à ce moment-là, moi, j'aurais bien aimé, et je ne sais pas si c'est ce que vous proposez, pouvoir échanger avec les autres personnes sur d'autres techniques d'approche pour faire passer le message, réessayer autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai un peu tourné en rond, quoi. Alors, on a une formule pour vous qui s'appelle la calinothérapie.
Voilà, c'est-à-dire que vous venez par exemple en session, vous pitchez votre problème, vous dites voilà, j'ai essayé ça, là ici j'ai tel problème parce que ce monsieur-là il est très, très intéressant mais il pense comme ça. Donc s'il pense comme ça, je sais que je ne peux pas lui vendre telle idée parce que ça ne passera pas. Par contre, je suis convaincu qu'il y a de la valeur à créer. Et toute l'association, enfin toute l'assemblée qui est présente à l'Afterwork, par exemple, on va bosser, on va essayer de vous dire, voilà, ça, tu as essayé ça, tu connais ça, tu as déjà vu, tu as parlé à Edouard, lui, il est dans une entreprise qui a telle particularité, ça ressemble beaucoup à la tienne, tu devrais parler. Et j'ai un hack que j'adore, c'est le consulting croisé. Ça, c'est merveilleux, le consulting croisé. Je ne sais pas si vous êtes victime du nul n'est prophète en son pays. Moi, j'étais embauché en tant qu'expert et quasiment 6 mois après mon embauche, plus personne ne m'écoutait. J'étais plus expert, puisque j'étais plus à l'extérieur. Et en gros, si vous trouvez votre homologue dans une autre boîte, faites-le causer lui chez vous, et vous, allez causer chez lui. Et ça déverrouille le truc. Je fais ça, et c'est très concret. Hein. Michael Desmoulins, on a tous les deux monté des Fab Labs, on est un peu des évangélistes dans les Fab Labs. Michael vient parler chez moi, et moi je peux parler chez lui. Il y a des petits trucs, c'est simple. Hein. Consulting croisé, et ça coûte 0. Et ça déverrouille. Moi j'avais une question sur la notion de création de valeur. Vous dites il y a des petits hacks et qui créent de la valeur. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettez derrière le terme valeur, c'est-à-dire c'est de la valeur pour les gens dans l'entreprise, pour les salariés, c'est de la valeur économique pour la boîte, c'est de la valeur environnementale, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot de valeur, parce que selon les personnes, la création de valeur, c'est pas forcément toujours la même, quoi. C'est une très bonne question. Laquelle il va falloir répondre en 2 minutes. Création de valeur, définition étendue, donc c'est-à-dire je ne me restreins pas à la définition économique de la valeur. Pour moi, encoder... je l'ai dit encore. Pour moi, par exemple, mettre à disposition des connaissances qui sont relatives au savoir-faire de l'entreprise de façon que tout le monde, tout le monde à l'intérieur puisse s'en servir, ça crée de la valeur aussi. Hein. Donc, j'ai une définition étendue de la valeur. Et je ne veux pas la restreindre à l'économique. Mais je suis assez orienté business, donc j'oublie jamais la valeur économique, hein, vous inquiétez pas. Mais si c'est de la valeur humaine, mais ça peut être... si c'est de la valeur écologique, mais en tout cas qu'on en parle, qu'on dise là la valeur qu'on a c'est un bénéfice sur l'image, là c'est un bénéfice sur la prise de conscience écologique, l'impact écologiste, mais qu'on le nomme. Ou le bien-être au sein de l'entreprise ou autre chose. Ouais voilà, mais après on décide, il n'y a pas de souci. Mais qu'on nomme les choses telles qu'elles sont, quoi. On les pose au moins. On les pose. Là, le bénéfice, il est écologique. Et tant mieux. Si c'est ça qu'on veut faire, tant mieux. Alors un mot pour conclure peut-être ou pour terminer. En complément, en fait, c'est aussi pour ça qu'on se dit maker, c'est-à-dire que notre sujet, c'est de l'implémentation, quoi. On n'est pas juste là pour passer un bon moment et faire des trucs sympas, etc. On ne peut changer le monde que si on a des transformations et des choses qui s'implémentent. Donc quand on parle de création de valeur, on parle de création de valeur partagée, parce que pour nous, l'humain, c'est notre plus grande richesse. Donc si on arrive à engager l'humain au service effectivement de l'organisation, des systèmes, etc. Tout le monde y est gagnant. Donc notre création, c'est plutôt la création de valeur effectivement étendue, partagée pour l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, l'organisation, la citoyenneté, pourquoi pas. Merci beaucoup, merci Fabrice, merci Corinne. On peut poursuivre cette conversation, vous avez un stand. Hein, tout à fait, même à côté, il y a de la place. Ceux qui veulent basculer poursuivent, il n'y a pas de problème. Merci énormément de votre présentation et peut-être que ça va faire son chemin dans les têtes des uns des autres. Juste un truc, on a encore une conférence si vous souhaitez. On a un activateur Y, de notre génération Y, qui fait une conférence, Anthony, dans le prolongement. Donc si vous souhaitez avoir un point de vue plutôt des jeunes générations sur ce sujet-là, je crois que c'est Anthony, il est en fin de journée, 16h ou 16h30. D'accord. Et ici, dans quelques minutes, ce sera Auguste Coudray qui est là, d'Yves Rocher, qui va nous parler d'attractivité du territoire et aussi d'une nouvelle forme d'hybridation. Merci et bonne poursuite.